C'est la question que tout le monde se pose, dans quoi investir son argent? Et pour y répondre, quoi de mieux que de vous ouvrir mon propre portefeuille et les 7 classes d'actifs qui le constituent. Aujourd'hui, je vous parle de ma répartition actuelle, mais surtout de mon allocation cible idéale. Pour chaque classe d'actifs, je vous donne ma stratégie, mes erreurs à ne pas reproduire, mes supports et ETF, ainsi que ma vision personnelle sur les conditions de marché actuelles. Bien entendu, investir comporte des risques de perte en capital et cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Bienvenue sur Finance Labs et je vous remercie pour votre soutien. Je commence par l'immobilier, qui reste aujourd'hui ma plus grosse position. C'est tout simplement par là que j'ai commencé à investir il y a maintenant 10 ans. Après plusieurs opérations d'achat puis de revente, dont mes investissements à Budapest que je vous ai déjà raconté, je dispose aujourd'hui de ma résidence principale et de 3 biens locatifs, dont un en indivision, le tout loué sous le régime LMNP. Dès mon premier capital, issu de mon activité de l'époque, mon objectif a toujours été de m'exposer le plus vite possible au marché, quitte à prendre parfois de gros risques. J'ai eu la chance de commencer très jeune, mais cela explique aussi certaines de mes erreurs. Bref, l'immobilier représente, net de crédit, environ 60% de mon portefeuille, une part bien trop importante à mon goût que je vise à réduire drastiquement à 30% maximum. D'abord à cause des contraintes élevées, j'ai eu tous les problèmes possibles, dégâts des eaux, impayés qui s'accumulent, un jugement interminable repoussé tous les ans, et j'en passe. Mais aussi à cause du contexte que je trouve de plus en plus dissuasif, entre le marché, les changements réglementaires parfois rétroactifs et l'illiquidité de cette classe d'actifs. Pour moi, les rendements ne justifient plus du tout les risques et les contraintes face à d'autres investissements, je juge donc le ratio performance-risque mauvais, du moins dans mon cas précis, je suis consciente que cela reste du cas par cas. Personnellement, je n'investirai pas davantage dans l'immobilier physique, dans ce contexte, et mon objectif est clair, vendre au moins l'un de mes biens locatifs, à commencer par un sur lequel j'ai soldé le crédit. Cela me permettrait de récupérer un capital important à déployer en bourse principalement. Et je le précise car c'est essentiel pour comprendre la suite, j'ai déjà en tête dans ma stratégie ce capital qui devrait arriver dans les mois ou années à venir. Donc cela impacte mon profil, mon niveau de diversification et mes choix sur les autres classes d'actifs, on le verra juste après. Un dernier point qui définit également toute ma stratégie, être propriétaire de ma résidence principale. Un choix qui implique certes un coût d'opportunité important, d'autant que j'ai souhaité solder le crédit associé, mais qui reste très personnel et qui a aussi ses avantages. Je la considère comme mon principal matelas de sécurité, ce qui me permet d'être plus offensive ailleurs, de rester très investi sur le reste de mon capital et d'avoir besoin de bien moins de liquidité de précaution. Cela m'apporte également plus de sérénité et de liberté dans mes choix professionnels, moins de pression financière, bref, une décision que je n'ai jamais regrettée qui me définit personnellement. Quant aux SCPI, je ne les ai pas considérés, étant déjà très exposés à l'immobilier, mais avec le recul, cela aurait pu être une alternative intéressante que je considérerais peut-être à l'avenir. Passons maintenant à la bourse, ma seconde position, et surtout celle que je compte majoritairement renforcer au détriment de l'immobilier. Pour moi, c'est la classe d'actifs qui offre le meilleur ratio rendement-risque avec le moins de contraintes. C'est liquide, immatériel, sans paperasse, une gestion libre avec un minimum d'intermédiaires, bref, un excellent moteur de croissance long terme. Mon allocation cible est de 40% de mon portefeuille, bien que pour l'instant, elle tourne plutôt autour de 25%, c'est justement l'objectif, faire grandir cette poche à mesure que je réduis l'immobilier. Côté composition, vous me connaissez, je suis très exposée aux États-Unis et à la tech, à 85%, ainsi qu'à l'Europe, à 15% environ. Un profil plutôt offensif que je justifie pour 2 raisons. D'abord, car mon immobilier me sert de filet de sécurité, donc je m'octroie plus de risques ailleurs. Mais ensuite, car ma poche bourse ne représente finalement qu'un quart de mon patrimoine et que j'ai en tête ces liquidités qui vont arriver, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça a toute son importance. Petit point pédagogique que je trouve crucial ici, cet exemple montre bien qu'il n'y a pas de portefeuille type idéal. Tout dépend de votre situation globale, vos objectifs, vos projets à côté, votre horizon, pas seulement de votre poche bourse prise isolément. Je le dis car c'est souvent négligé, notamment chez les débutants. En vérité, on ne peut pas juger une allocation sans considérer l'ensemble. Cela dit, à terme, je m'orienterai plutôt vers un profil dynamique que purement offensif. Un peu plus diversifié, moins concentré, avec davantage de liquidité, une ouverture potentielle vers l'Asie et les émergents, puis une réduction progressive de ma poche tech américaine. Bref, en l'état, mon portefeuille se résume simplement. 45% en S&P 500 via 2 ETF, le SE de BNP sur PEA et le SPYL de State Street sur CTO, 40% en Nasdaq 100 que j'ai nettement renforcé, un peu à contre-courant, en début d'année sur l'ETF PUST d'Amundi. Donc un overlap important et une concentration élevée sur les méga caps américaines dans un pari assumé et long terme.
Ensuite, 10% en Eurostock 50 sur le TFC 50 d'Amundi, un ETF concentré en réplication physique et aux frais minimes, puis je m'accorde 5% de conviction personnelle en stock picking sur l'Europe, sur cette petite fraction du portefeuille toujours en pari long terme. Donc sur la bourse, je combine deux enveloppes. Le PEA, avec pour objectif de capitaliser à très long terme sur 100% de la capacité de l'enveloppe la plus avantageuse à la sortie, l'idée de ne pas y toucher pour maximiser l'impact de l'avantage fiscal à terme tout en restant libre d'arbitrer à l'intérieur. Le CTO vient en complément et m'offre une souplesse totale, flexible selon mes besoins, je le considère même comme des liquidités placées à risque. Cela peut sembler contre-intuitif pour certains, mais c'est peut-être ici que je piocherai en cas de besoin court terme, malgré la fiscalité de sortie appliquée sur la fraction de plus-value retirée. Bien entendu, tout dépend du cas, des montants et de la plus-value réalisée. Puis si j'ai des enfants un jour et que je n'y ai pas eu recours avant, ce capital sur CTO pourrait même servir d'une première donation rapide, dès leur plus jeune âge, et profiter ainsi d'une purge des plus-values potentiellement importantes. Un des mécanismes les plus puissants de transmission que j'expliquais dans une précédente vidéo disponible en description. Côté marché, on le sait, il est très valorisé aujourd'hui dans sa globalité. Personnellement, j'ai encore de nombreuses années d'investissement régulier devant moi, sans parler des liquidités importantes qui arrivent avec ma vente. Je dispose en plus de plus-values latentes confortables qui me permettraient d'encaisser un drawdown important sans paniquer, du moins c'est ce que je pense. Donc oui, le risque est bien réel, mais parfaitement conscient sur cette portion de mon patrimoine. Quant à ma façon d'investir, elle est assez simple aussi. Pas de DCA strict, bien que je trouve ça très bien pour débuter, j'investis dès que j'ai des liquidités, sans trop attendre, en renforçant davantage lorsque le marché baisse, du moins si mes liquidités me le permettent. Ce qui nous mène justement à ma gestion des liquidités qui va un peu à l'encontre de ce que je préconise d'habitude. C'est assez logique car c'est l'allocation qui varie le plus d'un profil à l'autre selon les objectifs et surtout l'horizon d'investissement. Mais c'est également la plus utile lorsque le marché chute. Pour ma part, je ne conserve que peu de liquidités dormantes, en livret ou fonds euros. J'essaye de rester pleinement investi en permanence et je garde le strict minimum, juste de quoi assurer les imprévus. J'explique cela simplement. D'abord par ma résidence principale qui m'apporte de la sérénité et réduit mon besoin de liquidité à court terme. Ensuite, car mon allocation offensive en bourse ne représente finalement qu'un quart de mon patrimoine, donc psychologiquement c'est bien plus facile à gérer en cas de coup dur. Puis enfin, car je tiens aussi compte de ces liquidités qui pourraient arriver dont je vous parlais. Bref, c'est un compromis totalement assumé, une exposition quasi permanente sur mon patrimoine, quitte à ne pas pouvoir saisir pleinement les opportunités en cas de krach. Attention toutefois, ce n'est clairement pas adapté à tout le monde, au contraire, je recommande toujours de conserver davantage de liquidités. Mon approche implique de ne pas avoir besoin de cet argent et d'être capable de supporter un éventuel drawdown. Cela dit, je fonctionne comme ça pour le moment, mais je compte bien renforcer cette poche dès que je toucherai ces liquidités et à mesure que ma part en bourse grandira face à l'immobilier. Donc à plus long terme, je viserai une allocation d'environ 10% de mon portefeuille, en livret, fonds euros et éventuellement en obligations selon le contexte, que j'augmenterai évidemment à l'approche de mon horizon. Passons maintenant à l'or, que je trouve très intéressant pour son statut de valeur refuge, la décorrélation et la diversification que cela apporte. Je m'y intéresse réellement depuis un peu plus d'un an seulement, j'ai commencé par l'achat de pièces car j'aime ce côté matériel et cette forme de souveraineté que peu d'actifs nous offrent. Mais j'y suis aussi exposé dans mes assurances-vie, notamment sur l'Inxea Spirit 2 via l'ETC Amundi Physical Gold, qui est désormais, selon moi, le plus intéressant des ETC or accessibles en assurance-vie. C'est d'ailleurs avec ce support que j'ai pris date sur mon contrat Spirit 2, que j'utilise encore peu pour le moment, mais qui reste un excellent contrat et qui me sera très utile à l'avenir. Donc pour ceux intéressés qui n'ont pas encore pris date en assurance-vie, vous disposez comme d'habitude de mon lien Laxea en description, il permet de soutenir mon travail et je vous en remercie. Sur l'or, j'adopte une stratégie d'accumulation toute simple, avec une vision long terme, une sorte d'assurance en cas de crise d'ampleur ou même pour de la transmission. J'accumule doucement mais sûrement en ETC ou par l'achat d'une pièce d'or de temps en temps, quand ça me fait plaisir, le tout stocké en coffre à la banque. Mon allocation reste faible pour l'instant, mais je compte la renforcer jusqu'à environ 7,5% de mon portefeuille global. À ce sujet, je vous mets aussi ma vidéo sur l'achat de sa première pièce d'or en description. Enfin, côté marché, l'or a connu une ascension spectaculaire, dépassant les 5500 $ l'once en début d'année, avant de reculer d'environ 20% ces derniers mois. Des niveaux déjà plus attractifs, du moins sur un horizon long terme, et dans une logique d'accumulation comme la mienne. On enchaîne avec les ressources et matières premières, une classe d'actifs très cyclique et volatile à court terme, mais dont les besoins restent fondamentaux à long terme. Comme je l'ai déjà évoqué, entre les besoins industriels, la demande propre à l'IA et au data center, ces ressources deviennent de plus en plus stratégiques.
Parmi celles que je surveille, le cuivre, l'aluminium, l'argent ainsi que l'eau. Donc plutôt des ressources avec une vraie logique long terme. À court terme, en revanche, vigilance car la volatilité peut être brutale. On peut s'y exposer indirectement via des entreprises spécialisées, groupes miniers, industriels, par les sociétés de gestion de l'eau et d'infrastructures. Ou sinon, plus directement via des ETC sur le cuivre, l'argent ou tout autre métaux. Personnellement, je n'y investis pas encore directement, mais le sujet m'intéresse face à cette demande qui grandit un peu partout. Mon allocation cible est autour de 5%, incluse dans mon portefeuille boursier, toujours dans cette logique d'élargir progressivement ma diversification. Cela dit, c'est aussi un secteur moins passif que le reste, qui demande d'adopter une logique cyclique et par conséquent davantage d'implications que de simples ETF. Venons-en à la crypto-monnaie, sur laquelle mes convictions n'ont pas changé malgré la forte volatilité. Vous le savez, je me concentre uniquement sur Bitcoin dans une stratégie d'accumulation stricte, toujours à vision long terme. Je mets totalement de côté les altcoins, que je considère à part, encore plus volatiles, incertains et trop risqués à mon goût. Alors oui, certains pourraient en sortir gagnants, mais personnellement, je miserais plutôt sur le fait que la grande majorité finira par disparaître, ce n'est que mon avis personnel, évidemment. Toutefois, j'apprécie la diversification que Bitcoin apporte face au système monétaire que l'on connaît. Son côté souverain, cette détention réelle, en direct, sans intermédiaire, un peu comme ce que je disais pour les pièces d'or tout à l'heure. Je juge son potentiel de croissance élevé, mais son risque l'est tout autant, particulièrement à court terme. C'est donc à considérer dans une poche maîtrisée et limitée. Je pense par exemple à une allocation que l'on module selon les cycles, autour de 5% en marché baissier, comme actuellement, qui montera naturellement jusqu'à 10% en marché haussier, donc disons une cible moyenne de 7,5% d'allocation à maintenir pour ma part. Côté stratégie, je n'adopte pas de DCA strict sur Bitcoin. Je fonctionne plutôt comme avec l'or, je renforce uniquement quand le marché est bas, et d'autant plus si plus personne n'en parle ou que les marchés saignent. Toujours évidemment sur de l'argent dont je n'ai pas besoin. Je privilégie ensuite un stockage en cold wallet, sécurisé à la banque, en dehors des exchanges. Concrètement, ces derniers ne me servent qu'à effectuer mes achats, jamais pour le stockage. Cela implique certes une responsabilité individuelle qui ne convient pas à tout le monde, mais j'estime qu'on n'est jamais à l'abri de changements, de blocages, de hacks d'ampleur, voire de plans de fermeture, comme il est sujet en ce moment avec Binance et d'autres plateformes. On ne connaît pas encore l'issue au moment où je réalise cette vidéo, mais de mon point de vue, peu importe la finalité, ce sont des risques propres aux exchanges qui existent et persisteront toujours, probablement de plus en plus. Vous l'avez compris, ces raisons me font privilégier sans hésiter la souveraineté qu'apporte la détention directe que l'on retrouve peu ailleurs, et dont je trouve qu'il serait dommage de se priver sur cette petite fraction de patrimoine, comme je le dis souvent. Pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie vers ma vidéo sur Tangem qui offre une solution simple et accessible aux débutants pour sécuriser ses cryptos en dehors des exchanges. On termine avec le private equity, la dernière classe d'actifs sur laquelle j'investis depuis peu, qui présente des caractéristiques particulières. Ce qui me plaît ici, c'est de pouvoir contribuer à l'évolution d'un projet, d'une entreprise, dans un secteur précis qui m'intéresse, et bien sûr le potentiel de croissance élevé. C'est toutefois un investissement illiquide et risqué auquel je n'alloue qu'une infime fraction de mon patrimoine pour le moment. J'ai commencé cette année sur Fundora avec des tickets très symboliques, juste histoire de mettre un pied dedans, apprendre et suivre les collectes à moyen terme. J'ai aussi eu des propositions d'entreprises où travaille mon entourage, avec des appels de fonds, un blocage sur 3 à 5 ans et un rachat de l'entreprise concernée comme objectif de sortie. Je n'ai pas encore franchi le pas, mais ce sont des investissements qui pourraient m'intéresser à l'avenir à mesure que mon patrimoine grandira, d'autant plus lorsque je sais où va l'argent et que je connais les acteurs impliqués. Cependant, je trouve primordial de garder une allocation mesurée sur cette classe d'actifs face aux risques et à l'illiquidité. Dans mon cas, je n'irai pas au-delà de 5% d'allocation cible à terme. Encore une fois, ceux qui veulent comprendre les bases du fonctionnement du private equity, ma vidéo qui résume bien le sujet est disponible en description. Voilà donc les classes d'actifs dans lesquelles j'investis actuellement, ainsi que ma répartition cible, pour laquelle je me donne quelques années, le temps de régler mes petits soucis afin d'y parvenir. Concrètement, je projette d'élever mon portefeuille boursier à 40% tout en gagnant en diversification, réduire mon immobilier à 30%, résidence principale incluse, monter mes liquidités à 10% pour contrebalancer cette exposition accrue à la bourse dans une logique un peu moins offensive, garder 2 poches en or et en crypto autour de 7,5% chacune, et enfin jusqu'à 5% en private equity maximum sur des projets soigneusement sélectionnés. Au final, un profil cible dynamique, diversifié et résolument long terme. Et vous, que pensez-vous de ma façon d'investir et de mon allocation cible globale? Dites-moi aussi quelle est votre propre répartition idéale, immobilier inclus, vos retours m'intéressent et je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire. Enfin, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est ce qui me motive le plus à continuer.
Merci de m'avoir écouté, c'était Emma de Finance Labs et à dimanche prochain.